Paul, si tu veux. Oups, bon, ben, qu'est-ce qui m'arrive, moi? Non, c'est correct, c'est enregistré, Michel, c'est pour ça. Ah, OK. Paul, si tu veux débuter. Oui, j'ai un chant pour vous autres, un chant prière comme toujours. Et je vais essayer de baisser ça, que je me vois plus. Et bonjour les gens. Je pense que c'est toi qui es là, oui. Tremendo, tremendo, estimamento, madre, tremendo, tremendo, estimamento, madre. Un chant cri de Québec pour Endo, le grand mystère. Merci. Merci, Paul. Merci, Paul, Paul. merci. Merci, Paul. Maintenant, Régent, c'est à toi. OK. Quoi, ni domba, al nomba, ni domba squat, nomba squat. Koli payan. Oli Gizgat, Pam Gizgat. Bonjour à vous tous, mes amis. Ça me fait toujours plaisir de me joindre à vous pour continuer notre petit parcours historique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage, on peut dire quasiment un personnage historique qui est Théophile Panadi. Théophile Panadi est né au Danak le 28 février 1889. Donc, il était le sixième enfant de Nicolas Panadi et de Monique Wawanalet. Monique Wawanalet, pourquoi je parle d'elle? C'était la sœur de mon arrière-grand-mère, Marie-Jeanne. Donc, ce personnage-là, je suis parent avec via mon arrière-grand-mère. Jeune homme, il se rendait souvent à la chasse avec son père, son oncle Stanislas et d'autres hommes qui possédaient encore le savoir-faire nécessaire pour vivre dans ce qu'offrait les territoires de l'intérieur. Il passait des semaines, voire des mois au nord du Saint-Laurent, loin de sa famille, pour y pratiquer la chasse, le piégeage, des animaux à fourrure, etc., etc. Une petite anecdote par rapport à Théophile qui est intéressante parce qu'on parle de voyage. Quand j'avais peut-être quoi, il est mort en 66, donc j'avais 9 ans. Puis souvent, il nous rassemblait. Quand ça donnait, il nous rassemblait puis il nous contait ses histoires de chasse, l'histoire de guides. Puis il y en avait une en particulier que son fils, Adrien, aimait beaucoup partager aussi, c'est que, étant donné qu'il travaillait dans le parc de la Mauricie, ce qu'il appelait le monsieur, celui qui était en charge en fin de compte, du chalet où l'Américain ou le riche restait, il venait le chercher avec son avion privé, un hydro qui sort donc. Il venait en avion le chercher ici à Odanak, puis il montait dans le fond, dans le nord de la Mauricie. Mais qu'est-ce qui était le plus drôle? C'est parce que Théophile avait une peur bleue de l'avion et de la hauteur, des hauteurs. Donc, c'était bien bizarre. Tu sais, on dit pour un Indien, ils n'ont pas peur de la hauteur, là, mais on ne fait pas exception des autres. Tu sais, on a peur de la hauteur. Donc, Théophile, il prenait l'avion, puis naturellement, il amenait toutes ses virtuals. Tu sais, il amenait ce qu'il avait besoin pour manger. Puis Adrien, il trouvait ça drôle parce que une fois, entre autres, l'avion a décollé, mais elle a décollé en deux fois. Puis Théophile, il a eu tellement peur qu'il tenait des oignons dans ses mains, puis il a écrasé un oignon là, totalement, là, puis il y avait du jus d'oignon partout. Puis c'était bien drôle. Puis Théophile, pourtant, c'était, comment je pourrais dire ça? Moi, je l'ai bien connu parce que, étant donné que son fils a grandi aux côtés de mon père, il était souvent rendu à la maison, comme on dit. Donc, Théophile, c'est
c'est, comment je pourrais dire ça, le pylône principal de la culture abénaquie à Odanak. Théophile, non seulement, comme je disais, qui était guide, il a fait beaucoup de travail sur la langue, il fabriquait des canots en Écosse, il fabriquait des raquettes, il fabriquait toutes sortes de choses. Puis, c'était quelqu'un qui maîtrisait la langue, l'abénaquis, le français puis l'anglais. Mais Théophile, comme bien du monde à cette époque, quand il partait ça à go, comme on dit, là, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois ça à go, parce que, en tout cas, il vivait plus souvent qu'autrement dans le bois, puis quand il revenait à Odanak, on savait, nous autres. C'est comme quand on savait que Théophile était sur la toune, là, on n'approchait pas sa maison. Puis c'était pas quelqu'un de. C'était quelqu'un qui aimait à parler en public, mais il y avait ses heures qu'il ne voulait pas voir personne. Donc, comme je disais, tout au long de sa vie, Théophile a passé beaucoup de temps dans les bois. D'ailleurs, à l'âge de 14 ans, il avait été retiré de l'école par son père parce qu'il avait besoin de lui en forêt. Cependant, durant cette époque, la chasse comme mode de vie était en déclin. Et ironie du sort, l'industrie du panier, qui devait prendre le relais comme principal moteur économique, allait à son tour agoniser au moment où Théophile eut ses propres enfants. Donc, il lui a donc fallu adopter une stratégie différente. Doué de plusieurs talents, M. Panadi a ainsi pu faire plusieurs choses dans sa vie. Mais une activité particulière lui permettait de mettre en valeur tous ses talents. Je ne sais pas si des fois vous êtes des personnes qui aiment aller chez les antiquaires ou vous voyez des choses là. Soyez pas surpris si à un moment donné, vous voyez des pièces que Théophile a fabriquées. Parce que Théophile, il fabriquait une pièce, puis qu'est-ce qu'il faisait? C'était drôle parce que c'était pas quelqu'un qui était attaché à l'argent. Donc, ses enfants, le système familial était assez décousu. Puis, étant donné qu'il y avait un problème de consommation, il pouvait sculpter une pièce là, il trouvait n'importe quelle sorte de bois, une planche, il fabriquait une boîte en bois, puis il sculptait ça dedans, puis il vendait ça, bon, pas cher, pour être capable d'aller s'acheter de l'épicerie ou aller s'acheter de quoi à boire. Un exemple, dans les années 90, je crois, je suis allé chez un antiquaire à Sainte-Eulalie. À un moment donné, je vois une boîte là, dans l'entrée sur une grosse caisse. Puis sur la boîte, on pouvait y voir un pêcheur à la mouche, puis une truite qu'il avait dessinée. Mais Théophile, il travaillait dans le 3D, là, c'était incroyable. Ça veut dire que tu regardais le couvercle de la boîte, puis tu jurais que la boîte elle avait 3 pieds de creux, c'était bien, mais. Puis lui, il a fait ça de mettre un coup de tête. Mais tu ne retrouveras jamais 2 fois la même chose. Théophile, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination. J'ai des croquis. Les notes que je vous lis présentement, c'est parce que j'ai écrit j'ai participé à l'écriture dans, on ne le voit pas bien, là, mais Recherche amérindienne. Et puis, c'est la vie du guide de Théophile Panadi. C'est en 2003. Les Abénaquis au Québec, de grands espaces aux luttes actuelles. Donc, au lieu de prendre des notes à la main, je vais me référer à ce que j'ai écrit en 2003. Donc, Théophile a servi de guide à des non-autochtones pour qui la chasse et la pêche était un sport plutôt qu'un mode de vie. En effet, alors que les revendications des Abénaquis sur leur territoire de chasse familiaux au nord du Saint-Laurent étaient contestées par d'autres groupes autochtones tels que les Algonquins et les Atikamekw et par le gouvernement. Donc, les familles d'Odanak, la majorité des familles d'Odanak avaient un lopin de terre qui était en Haute-Mauricie jusqu'à la rivière Aura, le club de la pêche. Chaque famille avait leur territoire parce qu'ils allaient là pour la traite des fourrures, pour aller trapper. Puis, naturellement, ils vendaient la peau de castor en Angleterre dans ce temps-là. C'était la grosse mode. Puis en plus, ils fabriquaient des mocassins. Puis, quand ils ont décidé de déclarer cette zone-là un ZEC,
en fin de compte, ce qui est devenu le pacte laurentien, ben là, les Abénaquis se sont opposés. Ils ont dit, hey, c'est notre gagne-pain qu'on trouve là. Puis là, bien, le gouvernement leur a dit, ben, OK, ben, si on vous engage, est-ce que c'est correct qu'on déclare ça en un ZEC? Donc, le monde, ils ont dit, ben, c'est leur gagne-pain. Leur gagne-pain. Puis, il ne faut pas oublier non plus que dans la communauté, à cette période-là, ben, il n'y avait pas de travail. Les préjugés et le racisme dans tous les sens du mot étaient très forts envers les Premières Nations. Donc, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour être capables de gagner leur vie, ben, ils prenaient, puis en fin de compte, ils vivaient des conséquences, parce que la vie de guide, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu ça ou peut-être ont entendu parler par leurs parents ou grands-parents. Tu sais, c'était pas facile. Là, en exemple, Théophile, quand il y a un des guides qui m'a parlé de ça, puis il m'a dirigé, il dit, quand tu pars, en fin de compte, tu es le guide d'un millionnaire, d'un milliardaire, quelqu'un qui est en moyen. Mais le monsieur, lui, il traîne seulement sa canne à pêche. Ça veut dire que toi, tu as le canot, tu as les avirons, tu as le pacton, tu as toute la bouffe pour la journée. Puis s'il dit, ben, je vais aller aux 5, ben, tu as 5 portages. À part que de pagayer sur les lacs pour aller à la pêche là, parce que tu avais de la grise qui était là, la truite grise, la grosse grise était là. Donc, il fallait qu'il était toujours à la merci du monsieur. Puis, tu sais, c'était pas le temps de plaindre parce que c'est pesant, puis parce qu'il fait chaud, puis parce qu'ici, tout ça. Donc, ça a développé des... c'est peut-être de là la question que Théophile Panadi avait une couleur particulière parce que il passait d'un mode traditionnel, dans le fond, d'un mode de survie pour sa famille puis les membres de la communauté, à être aux ordres de quelqu'un. Puis, c'est sûr, comme je disais tantôt, avoir un salaire qui était plus important que ce qui pouvait se gagner en matière de vente d'artisanat dans la communauté, ben, c'est important. Donc, une anecdote, puis j'ai trouvé ça intéressant. Tout le monde a entendu parler des chasses-galeries. Tu sais, c'est une légende là, au Québec. Mais là, je vais vous en conter une à propos de Théophile. Durant son enfance, Théophile, tout comme ses frères et sœurs, a entendu de nombreuses histoires racontées par ses grands-parents paternels. Théophile et Sophie Morisseau, et plus particulièrement cette dernière, Sophie Morisseau, est née à Missisquoi. Donc, quand on parle des Abénaquis au Vermont, ben, les Morisseau sont originaires de Missisquoi. Donc, puis comme j'ai déjà mentionné, les montagnes vertes du Vermont, le lac Champlain, c'est la partie ouest du territoire ancestral abénaki. Son père, Joseph Morisseau, était tailleur. Sa mère, Agnès Portneuf, parce qu'à Odanak, il y avait aussi des Portneuf, puis en abénaki, il disait Paul Nap. Il n'y avait pas d'air dans la langue, ça. Donc, c'était Paul Nap pour Portneuf. Est né à Odanak en 1800. Devenu adulte, Panadi et ses frères et sœurs ont à leur tour raconté des histoires qu'ils attribuaient à leur grand-mère, comme celle au sujet de certains hommes abénakis qui étaient mis à s'ennuyer de leur famille, parce que là, n'oubliez pas, quand ils partaient pour guider, ils partaient au mois de mai puis ils revenaient au mois de novembre, au tard octobre, aussitôt avant que ça gèle. Donc, ils s'ennuyaient de leur famille, puis après plusieurs mois en forêt. Donc, ils auraient alors demandé à un Medolino, qui est comme, on va prendre le terme du temps, un sorcier, une personne reconnue pour ses pouvoirs spirituels. Le terme chaman n'est pas un synonyme exact pour les aider. Le Medolino dit aux hommes, assoyez-vous dans un canot, et lui, il prenait place en avant de l'embarcation et en demandant à tous de chanter avec lui le refrain d'un chant spécial. Donc, dans les heures qui ont suivi, chacun des hommes a pu voir sa femme, ses enfants, sans toutefois pouvoir les réveiller ou les toucher avant de retourner dans les bois au matin. Donc, ce genre de récit devait certainement réconforter les jeunes enfants qui s'ennuyaient de leur père. Donc, on voit que tout au long, depuis qu'on a la chance de se parler, ben,
quand on parle de s'en mêler, tu sais, que ça c'est des légendes, des chasse-galerie ou qu'importe, c'est de quoi de semblable, mais du côté du Québec, ben, c'était le diable qui avait. Comme quand ceux qui jouaient du violon tard le soir, là, ils étaient possédés du diable et ils n'étaient plus capables d'arrêter de danser. Donc, vous voyez, de part et d'autre, il y a beaucoup d'influence. Puis, c'était tout à fait normal d'entendre ces choses-là. Comment je peux dire ça? Panatti travaillait comme guide. C'était quelqu'un qui... Comment je pourrais dire ça? C'est grâce à Théophile Panatti si on a appris nos danses. Parce que Théophile avait formé un groupe de danseurs avec son fils, mon père, différentes personnes. Puis, les spectacles se faisaient dans la grande salle, à la salle de l'Académie Saint-Joseph, où les Sœurs Grises enseignaient aux enfants de la communauté. Donc, ils donnaient en spectacle les danses. Puis, en même temps, ben, ça montrait aux plus jeunes de les entraîner, comment apprendre à danser traditionnel pour nous autres des Abénaquis. Mais à cette période-là, c'est comme tout le monde au Québec. Tu sais, ceux qui avaient la chance d'avoir un père ou une mère ou un père qui jouait du violon, puis un mononcle qui giguait, ben, ça faisait partie de la culture au Québec. Mais ce n'était pas nécessairement pratiqué partout, tout le temps. Donc, c'était périodique, le monde. Puis même pour ne pas l'oublier, ben, il continuait à l'enseigner. Ses habiletés, ses talents et ses attributs qui ont permis à Panatti de gagner sa vie dans une économie capitaliste avaient et continuent d'avoir une signification plus complexe et plus ambivalente à Odanak. D'un côté, les Abénaquis, comme d'autres populations autochtones, ont connu la discrimination raciale, la honte, les abus en raison de leur héritage, de sorte que certains d'entre eux préfèrent se distancer de tout ce qui pourrait être perçu comme sauvage. Donc, maintenant, quand on regarde ça, ben, ça peut expliquer la situation de beaucoup de Québécois et de Québécoises qui ils s'abstiennent de dire qu'ils ont des ancêtres par rapport à ils ont peur de vivre un racisme ou des préjugés ou de perdre certains droits et tout simplement avoir peur qu'à une époque que la police montée vient chercher tes enfants pour les amener dans une école résidentielle. Donc, c'est pas... personne ne devrait vivre une culpabilité, que ce soit d'une sorte ou d'autre, parce qu'on n'était pas là dans ce temps-là. Il y avait une situation qu'il fallait qu'ils se protègent. Donc, mais aujourd'hui, qu'on en profite de dire à haute voix qu'on a des liens pareils comme... Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Avant hier, justement, j'ai sorti ma cornemuse, puis j'ai joué de la cornemuse j'ai encore de la misère parce qu'ils disent qu'il y a une technique que tu n'es pas obligé de toujours souffler, c'est-à-dire que tu as un souffle continu. Là, je ne suis pas rendu là encore. Mais Aubin m'a sorti mon violon ou ma guitare acoustique. Donc, on est dans un monde que on fait partie de tout ça. Théophile, à part ça, ben, m'a venu parler en fin de compte d'Adrien. Pourquoi que je veux parler d'Adrien? Adrien, ben, c'est quelqu'un qui... Lui aussi, ben, Adrien, à l'inverse de son père, il n'a pas eu d'enfant. Adrien, il a compris très jeune qu'il avait un problème de consommation, puis souvent, il y avait des blondes, puis il disait, ben, j'aimerais ça qu'on se marie, puis tout. Puis Adrien disait non, je te fais pas une faveur en te mariant parce que j'ai un problème de consommation, puis je ne voudrais pas que ça te fasse de la peine, puis que tu en souffres de ça. Donc, Adrien a toujours resté un vieux garçon, comme on dit. Mais Adrien avait des anecdotes, là, c'était bien drôle comment il était, parce que, en fin de compte, il était un petit peu plus joyeux que son père Théophile. Théophile était plus sérieux, comme on dit en bon québécois, les enfants passaient au cash là, quand Théophile arrivait parce qu'il n'aimait pas les enfants plus qu'il faut. Les enfants, c'était assez. Puis, c'est drôle parce qu'on a eu des anecdotes d'un dirigeant politique ici qui n'a jamais vécu au Danak, puis qui a dit « Ah, moi, quand j'étais jeune, je suis allé à la pêche avec Théophile. OK. Puis des fois, je parle de tout ça
des personnes de mon âge ou un petit peu plus âgées. Puis je lui ai dit, ah ouais, un tel, il est allé à la pêche avec Théophile. Et je vois le verre. Comment ça se fait qu'il était à la pêche avec Théophile? Théophile, il n'allait pas à la pêche avec les enfants. C'était tasse-toi. Puis, je ne sais pas si je vous l'avais compté, celle-là. À un moment donné, j'étais allé le visiter, Théophile, chez eux. Puis, dans le temps, c'était le même. Des années 67, 68, 70. Tu sais, les portes n'étaient pas barrées. Tu rentrais chez un aîné, tu t'assoyais dans le salon, puis les directives étaient bien claires. Tu t'assois, puis c'est comme une image. Tu ne bouges pas, puis tu ne demandes rien. Puis les aînés trouvaient ça drôle parce que, eux autres, ils aimaient ça parce qu'il y avait de la visite. Puis, donc, je me rends chez Théophile, et puis, comment de la manière que c'était placé, la maison, c'est que tu avais comme un genre de cuisine d'été qui était un petit peu à gauche, la maison. C'était comme la maison en L. Donc, tu rentrais par la cuisine d'été, puis il était toujours assis pas loin de là. Donc, tu n'as pas besoin de cogner, tu rentrais, puis là, je m'assoyais sur une chaise droite, là, comme nos parents, nos grands-parents ont eu, puis qu'on a eu, puis qu'on utilise encore, avec un fond soit en frêne ou en babiche. Donc, je m'assoyais sur le coin, puis il savait que j'avais rentré, puis il ne disait pas bonjour, rien. Puis moi, ce que j'aimais, c'est l'observer pendant qu'il travaillait. Mais Théophile travaillait avec ce qu'on appelle un couteau croche, puis une hache, avec n'importe quoi. Il pouvait sculpter avec une hache. Il n'a pas besoin de ciseaux fancy, comme on dit, de bois, à bois. Bon, je m'assois dans le coin, puis là, je regardais ce qu'il faisait. Il était assis à peu près une dizaine de pieds de moi, puis il est sur une chaise droite, naturellement. Puis il y avait des écopeaux à peu près 2 pieds d'épais alentour de lui. Parce que, comme on dit, il était en train de gosser. Okay. Mais il était en train de gosser des arcs pour vendre, des arcs pour enfants qui étaient environ peut-être 2 pieds de long, 3 pieds de long, pas plus grand que ça. Donc, je le voyais travailler. Puis il prenait son temps. Il ne parlait pas. Donc, on a appris très tôt à t'écoutes puis tu ne parles pas. S'il te parle, tu réponds, mais autrement, c'est comme observe. Déjà, tu es privilégié d'être capable de le regarder travailler, donc profite-en. Donc, j'étais assis là, je le regardais travailler. À un moment donné, l'arc était terminé, il met un bout de ficelle après, il tend l'arc, il met de côté, puis là, il commence à travailler pour fendre, il faisait ça en érable. Donc, il fendait un petit arbuste, un petit tronc d'érable pour fabriquer des flèches. Puis, un coup que les flèches étaient finies, à ma grande surprise, là, il me regarde, puis il dit OK, va-t'en, c'est un petit Chris. Il me donnait l'acte, il fallait que je m'en aille, mais c'était le seul dialogue qu'il y avait. Donc, c'était pratiquement impossible que cette personne-là, il était à la pêche avec Théophile. Parce que Théophile, puis pourtant, Théophile, il n'était pas méchant. Là, c'était comme OK, là, j'étais assez vu, là. Puis pourtant, je ne parlais pas, là, j'étais assis dans un coin. Mais tu voyais qu'il était d'une bonté pareille parce que à l'âge l'âge que j'avais quand j'allais visiter, tu sais, j'avais ça 8 ans, 10 ans. Puis à un moment donné, plus tard dans la vie, j'ai réalisé que à cet âge-là, si on retourne dans le temps, nos parents, nos grands-parents nous préparaient à des tâches plus vieilles, quand on soit plus vieux. Puis pour nous autres, c'était que si un aîné te donne un acte, ben, tu peux t'en servir pour avoir comme on dit, comme loisir. Mais si tu débutes à apprendre à tirer de l'arc à 8 ans, 9 ans, ben, quand tu vas arriver à 25-30 ans, là, tu vas maîtriser l'arc comme parfaitement. Donc, d'une autre manière, Théophile, sans dire, me préparer à dire, si un jour tu as affaire à te servir d'un arc, continue puis excelle, parce qu'à un moment donné, ça va t'aider pour la chasse, ça va peut-être t'aider à te défendre, ça va être pratique pour toi dans la vie. Donc, vous voyez, il y a des exemples de même qu'on ne pense pas que ça ait eu une telle importance. Puis aussi de voir que de parler avec quelqu'un qui a donné beaucoup d'informations à un ethnolinguiste du nom de Gordon Day, qui travaillait au Musée canadien de la civilisation, au Musée de l'homme à l'époque. Et puis, plein de mots. Éventuellement, je vais vous sortir un enregistrement de Théophile quand il chante au Crécel. Et puis, il y avait
comment je peux dire ça, un ton particulier puis une voix particulière, mais étant donné qu'il parlait abénaki, français et anglais, bien, il y avait une prononciation qui était vraiment différente des autres. Puis souvent, le monde il disait ben, Théophile dit tel mot en abénaki, puis ça résonne de même. Okay. Mais Théophile Panadi, il n'y avait pas beaucoup de dents dans la bouche, puis il n'y avait pas de dentier. Donc, prononcer avec 5 dents, prononcer avec toutes ses dents, ça ne sera pas la même affaire. Puis, si tu prends le mauvais pli de le prononcer comme il prononçait, bien, les autres vont dire on ne comprend pas ce que tu veux dire parce qu'il était habitué avec Théophile, qui avait juste 5 dents dans la bouche, puis il s'attendait d'entendre le mot de cette manière-là. Donc, vous voyez, c'est des anecdotes par rapport à Théophile qui est bien, bien, bien drôle. L'autre chose, Théophile, le rôle qu'il a joué, c'est par rapport au musée. Quand l'abbé Daulin a décidé de recycler la bâtisse pour en faire un musée, il a regardé à gauche et à droite. Vous savez qu'à l'époque des années 60, un curé il pouvait faire le tour des paroissiens de partout, puis il disait ben, j'aurais besoin de sous pour être capable de faire ci, j'aurais besoin de ça, puis le monde était bien ouvert à ça parce qu'il pratiquait, puis c'était un remerciement pour le sacerdoce. Donc, Rémi Daulin décida de changer la vocation c'est-à-dire d'utiliser la bâtisse qui était l'Académie Saint-Joseph pour en faire un musée. Donc, il communiquait avec... lui, c'était un frère économe au séminaire de Nicolet. Donc, c'était une personne choisie. La meilleure personne, c'était bien lui pour être capable de créer ça. Donc, il a essayé de trouver des sous à gauche et à droite, puis faire les changements adéquats, parce que là, étant donné que le musée il était voué surtout pour enseigner, pour avoir la visite de jeunes enfants, ben, il fallait qu'il change le système des toilettes. Il y avait beaucoup de choses. En fin de compte, ça requérait pas mal de sous. Mais pour M. Daulin, si les visiteurs venaient au Danak pour voir les Abénakis, ben, ils ne voulaient pas nécessairement voir un couvent sur les Sœurs Grises. Ils savaient qu'ils pouvaient l'avoir dans d'autres communautés, dans d'autres villes. Puis, étant donné que les Abénakis, ben, on est riche en histoire, puis nos implications dans la défense contre les Anglais, ben, il a demandé à Théophile et à Adrien de faire la majorité des fresques qu'on trouvait à l'intérieur. Donc, si vous rentriez dans une salle où il y avait des objets abénakis ou qu'importe, ben, il demandait à Théophile, ben, peux-tu me faire une scène qu'un orignal est dans la forêt? Une autre scène où il y a des wigwams ou des animaux. Donc, Théophile et Adrien, c'est ceux qui ont peint les fresques qu'on pouvait trouver à l'intérieur du musée à cette période-là. Donc, puis une autre anecdote qui est drôle, parce qu'à un moment donné, il y avait une salle, probablement, c'est-à-dire pour vous décrire, maintenant, c'est plus le même, malheureusement. Quand vous rentriez au musée, c'était comme la grande porte dans n'importe quelle école catholique. Au tournier à droite, c'était le salon de Gonzague. Donc, c'était la place d'un ancien missionnaire qui était à Abénaki, le curé de Gonzague, qui a vu son sacerdoce à Odanak. Puis, c'était un chanoine. Donc, il y avait son salon, il y avait toutes ses choses privées, des livres, etc., etc. Mais à droite, c'était l'admission, puis il avait réussi à trouver des gros cylindres je ne sais pas quel genre de matériel, puis c'était illuminé, puis en dedans, il avait mis les ciboires, les calices, tous les objets de sacerdoce. Mais ces collections d'objets-là, mes amis, aujourd'hui, ben, c'est dans un coffre-fort, naturellement, parce que l'orfèvrerie de la période, c'était de l'orfèvrerie du 17e, début 18e. Donc, c'était du travail là, qui était fait par des artistes, soit du Québec ou qui venaient directement de France. Donc, vous passiez à la période religieuse et après ça, tu tombais comme les Abénakis en forêt. C'est que là, Théophile et Adrien il avait amené des arbres, des pins, des sapins, puis il avait fait avec de la mousse par terre. C'était pareil comme si dans les vitrines, que tu pouvais voir que la vie en forêt.
Puis, à un moment donné, tu avais quelqu'un qui était assis sur une chaise, une dame qui était en train de fabriquer des paniers. Un peu plus loin, tu avais un canot, etc., etc. Pour vous amener à la salle du vieux sorcier. La salle du vieux sorcier, c'était une place où c'était pas tellement grand, c'était peut-être quoi, 8 pieds, 7 pieds de long par à peu près 4-5 pieds de large, une vitrine. Dans le fond de la vitrine, vous pouvez voir un genre de dôme en écorce de bouleau. Puis en avant, tu avais un emplacement de feu. C'était vraiment recréer l'ambiance de la vie en forêt. Puis vu que c'était la loge du vieux sorcier, à un moment donné, M. Dolan, il dit à Théophile, il dit, il faudrait trouver des objets puis ça ait l'air réaliste. Tu penses-tu que tu pourrais trouver de quoi? Okay. Théophile dit, oui, attends un petit peu. M'aller dans le bois. Mais pas loin de l'église, ce qu'on appelle la commune, c'est à peu près quoi, peut-être un quart de mille de là. Tu descends sur le bord de l'eau, puis la commune se trouve là, près de la rivière Saint-François. Donc, Théophile prend le bord du bois, puis il revient avec quelque chose dans un sac. C'est drôle, puis c'est pas drôle. Il arrive au musée, puis il dit, ouais, Rémi, je t'ai trouvé de quoi pour mettre devant ta loge du sorcier? Mes amis, il avait ramené un crâne. Il y avait un crâne qui n'avait pas de. Il y avait-tu un mâchoire? Non, il n'y avait pas un mâchoire, il y avait juste la partie supérieure. Donc, le curé d'Olin, sur le coup, il n'a pas allumé plus que ça. C'est comme, voyons. Puis, tout le monde qui venait visiter le musée, tu sais, des fois, on regarde ça et on a dit, ça se peut-tu que c'est un vrai crâne ou un crâne en plastique ou je ne sais pas quoi? Mais non, Théophile avait été chercher un vrai crâne dans le bois. Tout le monde s'est toujours demandé où il a pu trouver ça. Puis, il mettait ça comme décoration près du feu avec le casse-tête, puis tout. C'était comme. Puis, il mettait un scalp. Puis en tout cas, c'était vraiment imagé pour vraiment donner de la chair de poule à du monde qui faisait la visite du musée dans cette partie-là. Mais, mes amis, inquiétez-vous pas, plus tard, les jeunes qui guidaient dans les années 85, après avoir remarqué qu'il y avait un crâne dans une des vitrines, là, ils ont appelé la police. Puis on dit, hey, ça a l'air d'être un vrai crâne qu'il y a dans la vitrine. Donc, la police est venue saisir le crâne, puis on n'a plus jamais entendu parler. On sait bien que c'était un crâne qui datait peut-être de la période de Rogers, de 1700, on ne sait pas. Puis on ne sait pas non plus où Théophile a pu trouver ça dans la commune, parce que c'était un boisé qui était très, très achalandé. À cette période-là, il louait la commune à des cultivateurs pour qu'ils amènent leurs animaux paître là. Puis, ce qui était pratique pour nous autres d'une manière, c'est que des fois, il y avait des moutons, des fois, il y avait des vaches. Puis là, ils mangeaient tout, eux autres. Ça veut dire que dans la commune, tu pouvais te promener partout, puis c'était propre partout, parce que les animaux, ils avaient tout mangé, ce qu'il y avait là. Donc, on n'a jamais pu trouver la source de où la tête de mort a pu atterrir dans le musée de la part de Théophile. Donc, vous voyez Théophile, puis Théophile, ce n'était pas quelqu'un qui avait peur. Il avait peur de l'avion, naturellement. Mais une autre anecdote qui était drôle, puis comme je dis ça, je le prends avec humour parce que ça n'enlève pas sa qualité en tant qu'être humain. Ça n'enlève rien à propos de son talent d'artiste. Étant donné que Théophile consommait, vous voyez, à cette période-là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, le vin Saint-Georges, c'était une boisson qui était beau, bonne, pas chère, puis c'était à peu près tout ce que le monde pouvait se payer dans le temps. On parle des années 40, 50. Donc, Théophile, lui, des anecdotes que d'autres aînés disaient, puis il dit, Théophile, savez-vous ce qu'était sa place préférée quand il était sa tourne, comme on dit? Après, le monde disait, voyons, c'est chez eux, à l'hôtel. Non, il allait se coucher dans le cimetière. Puis là, dans le cimetière, le monde avait peur, le monde était superstitieux. Donc, il n'y avait personne qui allait le déranger quand il allait là. Puis, il cachait son vin Saint-Georges pas loin des monuments. Donc, le monde n'allait pas. Dans sa bouteille de son vin Saint-Georges, personne n'osait aller y voler. Mais ce qui était drôle, c'est parce que moi, pour la partie, je ne l'ai jamais vu dans le cimetière. Mais le cimetière est adjacent à la route principale au Danan. Puis, pas loin de là, il y avait à peu près à 200 pieds de là, il y avait un pont en métal.
où il y avait un genre de petit ruisseau qui passait, qui s'en allait à la rivière. Mais, OK, on se rapporte dans les années 64-65. À Odanak, sur la rue principale, il y avait 3 ampoules électriques, c'était des lumières dans la rue. Donc, vous mettez une 40 watts en haut d'un poteau avec un, comme on dit, comme une assiette frisée en métal. C'était ça qui éclairait la rue. Donc, il faisait noir pas mal plus qu'aujourd'hui. Donc, quand on passait au petit pont, là, parce qu'on allait à Pierreville quand on était jeune, le village avoisinant, puis on marchait dans le noir les 3/4 du temps. Puis quand on arrivait à ce petit pont-là, ben, on se comptait des peurs, on disait, ah, il y a du garou, il y a ci, il y a ça, puis dans ce temps-là, pardon, il y avait des anecdotes par rapport aux films d'horreur. Puis on jouait bien brave quand on était en gang, mais là, quand tu revenais de Pierreville tout seul le soir, à Brunante, ben, je sais pas, on t'essayait de. Premièrement, tu avais de la misère à voir si tu t'en allais parce que à Odanak, l'asphalte puis les trottoirs, c'est la même chose. Le trottoir était fait en asphalte. Donc, c'était noir, là, tu ne pouvais pas voir, puis on n'avait pas de flashlight. Donc, quand tu traversais ce petit pont-là, des fois, tu entendais, comme ils disent, des râlements. Puis là, c'était comme. Puis là, je ne sais pas si tu marchais vite en maudit. Puis là, on pensait que c'était des monstres qu'il y avait dans le fossé. Puis, l'affaire qu'il y a, c'est que, puis plusieurs années plus tard, mon père me l'a conté, il me l'a dit, j'ai dit, Père, j'ai dit, ouais, c'est quoi qu'on entendait quand on passait là, parce qu'on disait qu'il y avait un monstre, puis ci, puis ça. Il dit, ben non, il dit, nos gars qui sont sur la toune, OK, quand ça ne file pas, ben souvent, ça arrivait qu'ils roulaient dans le fossé. Puis là, bien naturellement, il était malade. Donc, c'est eux autres qu'on entendait, comme on dit, râler dans le cric. Donc, c'est tout un paquet d'affaires, comme je dis, on en parle et on en rit. Bien, ça faisait partie vraiment de la couleur de la communauté, comme bien d'autres villages, quand on entendait des bruits. Puis dans ce temps-là, il y avait moins d'autos. Donc, l'écho de ce qui se passait en quelque part, là, si quelqu'un tirait du fusil au bout du rang chez vous, ben, tu l'entendais comme si c'était chez vous parce qu'il n'y avait pas de bruit. Donc, Théophile aimait conter des histoires. Puis il y a une particularité à propos de Théophile, puis c'est ça qui a marqué sa personnalité, c'est que Théophile, quand le monde parlait de lui, il disait « Ah, Théophile, c'est un conteur. » Ouais. Puis là, il disait, mais Théophile, l'histoire que tu m'as contée l'autre fois est un petit peu différente, tu sais, de ce que tu comptes aujourd'hui. Puis, anciennement, le monde, il disait, ben, il flasait ou il brodait alentour de l'histoire pour. Si l'histoire a duré 5 minutes, ben là, il faut que je m'assure de capter votre attention pendant 20 minutes avec des pauses. Vous savez qu'il parlait un petit peu, puis là, il ne disait plus rien. Puis là, le monde avait hâte d'entendre le reste de l'histoire, mais bien souvent, ces histoires-là, ça se comptait à côté du poêle à bois ou dans le bois. Donc, tu regardais les flammes, tu sais, puis là, à un moment donné, ton imagination prenait le dessus. Tu entendais du bruit dans le bois, tu entendais du bruit dehors, dans la maison. Puis là, Théophile, on dirait qu'il faisait de l'impro suite à ce que vous pouviez entendre en plus. Ça veut dire, puis lui, il n'avait pas peur, mais c'est de nous voir le visage parce qu'on n'était pas trop brave. Des fois, les histoires qu'il nous contait, des fois, c'était assez spécial. Pour vous en compter une, c'est l'histoire de Pemola. Pemola, c'est un mot de Benaki qui signifie je pourrais le signifier comme l'oiseau tonnerre ou un oiseau, un dragon ou quelque chose, une créature du genre. Théophile n'avait entendu parler, naturellement, de son père, son père, son grand-père, ça fait partie intégrale de la culture et de l'histoire à Odanak. Donc, il était avec son ami Édouard à Nice. Donc, Édouard à Nice, c'était un ami d'enfance. Il demeurait de billets avec mes parents sur la rue principale. Puis Édouard, c'était un autre genre bien joyeux, puis qui rit tout le temps. Puis c'était des compagnons quand ils travaillaient comme guides dans le parc de Mauricie puis des Laurentides. Donc, il dit à Édouard, il dit, c'est quoi ça, cette histoire-là de Pemola? Ils disent de ne pas faire de feu parce que Pemola, il va faire de quoi? Puis là,
Édouard, il dit à Théophile, il dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses? Puis là, on parle peut-être que les Théophile et Édouard étaient peut-être des jeunes hommes, là, ou peut-être, je ne sais pas, 17, 18 ans. Donc, Théophile, il dit à Édouard, il dit, on va se trouver un plan. On ne peut pas faire ça dans le village. Les maisons sont trop proches, on ne peut pas allumer un feu de même. Donc, il descend au dit endroit que je vous parlais tantôt, à la commune. Il y a comme un genre de colline ça a toujours été comme une plaine. Il n'y a pas grand arbre, il n'y a pas beaucoup d'arbres là. Donc, il s'installe avec Édouard. Puis là, ils ont ramassé des branches sèches. Puis là, ils montent un feu. Puis ils l'allument. Puis là, les vieux ils disaient, si tu allumes un feu, il ne faut pas que tu l'appelles, ce mot-là. Puis là, par curiosité, Théophile, puis Édouard, il dit, n'envoyez d'aller, pas mot là, n'envoyez d'aller, yo payan, pas mot là, yo payan. Puis là, ils continuent, puis là, ils rient ensemble. Ils disent, ouais, non, je sais quoi, ça, c'est une histoire de. Tu sais, c'est pas vrai, cette histoire. Dans leur grande surprise, à un moment donné, le vent s'est levé. Puis là, ben, le petit feu qu'il avait fait a commencé à prendre de la force, puis là, les flammes ont commencé à monter. Puis ça n'arrêtait plus, mais là, le feu commençait à courir partout dans la plaine où ce qui était, parce que c'était du foin, naturellement. Puis là, imaginez Théophile et Édouard qui courent à gauche et à droite pour essayer d'éteindre le feu. En tout cas, ils ont pris une bonne leçon, puis après ça, je n'avais parlé avec, ils disent, plus jamais, Régent, il ne faut pas jamais faire de feu, parce qu'il dit, la commune aurait pu y passer, dans le sens que si la commune y passait, le village y passait. Donc, comme on dit des fois, comme on dit, c'est le cas de dire, il n'y a pas de fumée sans feu, là. Mais l'histoire de Pamola, donc, c'est relié à ça. Mais d'avoir une anecdote de quelqu'un qui l'a vécu, ben, c'est important parce que ça fait partie intégrale de qui on est. Dans votre région, vous avez probablement entendu parler, il parlait du bonhomme 7 heures ou du bonhomme 9 heures, ou on ne savait pas trop ce que c'était. Moi, il y a une de mes amies qui vient de Saint-Pierre-les-Béquets, puis elle disait, elle avait vu un grand personnage, tout habillé en noir, qui se promenait pour loin de la grange de ses grands-parents. Puis, il y avait des histoires de diable dans ce coin-là. Donc, c'est comme, ça ne prenait pas grand-chose pour nourrir l'imagination du monde, mais ça ne veut pas dire que, puis comme on disait, comme on dit, le monde aujourd'hui sont tellement méchants, le diable n'a pas besoin d'apparaître à personne, tout le monde sont méchants, donc ils font exactement ce que le diable veut qu'ils fassent. Donc, il n'y a pas besoin de se présenter à personne, si on prend ça de même. Puis, le monde était croyant. Tu sais, Théophile, c'était un gars qui était croyant catholique aussi. Il a été baptisé comme tout le monde. Mais une chose que son fils Adrien m'a conté lors d'une rencontre que j'ai faite avec en 87, quand on se préparait pour rendre hommage aux Abénaquis qui étaient tombés sous les armes des Anglais le 4 octobre 1759, 4 octobre qui s'en vient bientôt. Je demande à Adrien, j'ai dit, est-ce que tu me ferais l'honneur d'être présent pour l'ouverture, les hommages aux Abénaquis? Et puis, Adrien, il dit oui. Il dit, moi y aller, mais tu sais quoi qui se passe là? Ben, j'ai dit, il va y avoir des chants au tambour, puis il va y avoir une tente de sudation, puis j'ai peut-être dit sauna. Puis là, il dit, hein? Il dit, ben, je vais le. Il dit, mon père faisait ça. Ben, à ma grande surprise, mes amis, j'avais la confirmation que les Abénaquis pratiquaient la tente à suer. Parce qu'oubliez pas, même si je l'ai appris en 87 j'ai eu l'enseignement de la côte Est partout au Canada, mais bien souvent, on a des informations dans notre cours arrière, si on prend l'expression de même. Donc, Adrien m'a confirmé que le personnage légendaire Théophile Panetti pratiquait la loge de sudation quand il était dans le bois. Et puis, il a eu à voyager aussi avec Gordon Day, où Hallowell l'avait amené au Grand Lac pour rencontrer les Anishinaabe ou les Ojibwe qui étaient par là. Puis,
il y avait une anecdote qu'il a racontée à mon père après, quand il est revenu. Il dit, tiens, ben, tu suis allé avec Gordon Day là-bas. Puis Gordon Day, lui, il était curieux à savoir si les Ojibwe pouvaient comprendre la langue abénaquie. Donc, il parlait en abénaquie, etc., etc. Mais il utilisait l'anglais plus souvent qu'autrement. Donc, j'étais là, puis il dit un soir, il dit, on va faire, les Ojibwe, il dit, on va faire une cérémonie, il dit, une cérémonie spéciale. La tente qui brande. Tophill, il a participé. Puis, à un moment donné, il a demandé au gars qui était à l'intérieur de la tente d'avoir des nouvelles de ce qui se passait au Danak. Donc, le gars qui était dans la tente, il dit, il y a un tel, là, il dit, d'après moi, ça ne sera pas bien long qu'il va partir, anyway. Puis, Tophill, ça l'a affecté beaucoup parce qu'il disait, il ne pensait pas que son chum était malade à ce point-là. Donc, quand il est revenu au Danak, parce que là, de revenir de Winnipeg, la région de Winnipeg, s'en venant ici, c'était assez long. Quand il est revenu, bien, effectivement, la personne était décédée le même soir qu'il avait été demandé des informations à la personne qui était dans la tente. Je ne sais pas si on peut dire sorcier ou qu'importe. Donc, vous voyez, il y a des similitudes. Puis aujourd'hui, dans l'Est, ce qu'on appelle la tente tremblante, c'est ce que Théophile a pu voir quand il est allé au Manitoba. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, c'est intéressant. Si. Réjean, c'est Paul. Oui. Écoute, apparemment, Gordon Day a enregistré des chants traditionnels au Danak. Est-ce que c'est vrai? Oui. Des chants, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y a naturellement l'hymne national. Il y a un chant de guerre qu'on appelle Wikaiwane. Il y a un chant à la Vierge Marie qui s'appelle Mali Nigawisna. C'est des chants. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est surtout ceux-là qui ont chanté. Puis il y avait des ballades que les mères chantaient à leurs enfants. Mais la chose qui est triste, c'est que parmi tout le travail fantastique que Gordon Day a fait, c'est qu'il travaillait avec une enregistreuse à bobine. Mais c'était la technologie du temps, on ne peut pas avoir mieux que ça. Mais le ruban sèche avec les années. Et puis, au Musée canadien des civilisations, j'ai suivi un cours là, en 97, puis j'avais été voir la personne en charge, puis il me disait ça, il dit, on a, comment je peux dire ça, sauvé une grosse partie des enregistrements, parce que lui, il avait ces bobines-là, il y en avait chez eux, il y en avait au musée. Puis, étant donné que ce n'est pas de quoi, puis ça requiert un financement, parce qu'il faut que tu amènes ça chez les techniciens, puis quand tu fais jouer le ruban en tant que tel, ben, il peut se casser en le faisant jouer. Donc, ils ont pu sauver quelques chants, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Tu sais, tantôt, j'ai cru comprendre quelque chose par rapport au Grand Esprit. Tu parlais, c'était-tu en Micmac? Non, celui-là, c'est Cree, de Québec. OK. Mais ça se ressemble, il y a des mots, là, cimento, là. Donc, Cree de quelle partie du Québec? James Bay. OK. James Bay, Sassabie? Fort-Georges, anciennement? Chez Sassabie, je pense. Chez Sassabie? Vous voyez, je trouve ça... Merci, Paul, pour la question, puis d'avoir amené ça, parce que si on parle de langue, c'est toute une chaîne d'événements, une chaîne de choses, c'est tout interrelié. Qu'est-ce qu'on parle? On échange avec vous autres ici. Mon beau-frère, moi, il est de Poste-la-Baleine. Ça, ils appellent Wapmashtu, c'est un peu plus haut. C'est le dernier village Kri, puis le premier village Inuit. Ils sont moitié-moitié. Quand les Cris de Poste-la-Baleine parlent, ils n'ouvrent pas la bouche quasiment. Donc, c'est difficile à discerner quel mot. Mais à Chassibi, ils prononcent mieux. Puis, des fois, c'est bizarre parce que même si je n'ai pas grandi dans la langue, tu sais, tu es là, tu les écoutes, puis tu te dis, il me semble qu'il ne manque pas grand-chose pour comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils prononcent plus. Donc,
Vous voyez, plus qu'on va vers le nord, plus que. Puis des fois, je fais des jokes avec surtout mon neveu, le garçon à Mathieu Paquesso. Je disais à Paquesso, je dis, vous autres, les cœurs à Poste de la Baleine, vous parlez avec les dents serrées. Puis là, ben, Paquesso, j'ai dit, c'est-tu parce qu'il fait 40 en bas de zéro, tu n'as pas le temps de t'expliquer, il faut que tu parles vite. Puis tu n'as pas le temps d'articuler pendant 20 minutes, puis il fait trop frais, peut-être, oui. Mais il dit, ça se peut, je ne sais pas. Il dit. Mais Fort-Georges, à comparer avec Poste de la Baleine, c'est pas mal moins haut que Poste de la Baleine, en passe, le long de la baie du Son. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un autre point, oui. Un autre point par rapport à Théophile. Théophile, c'était non seulement un Abénaquis, mais il a marié une dame de Wendake, Emma Gros-Louis. Donc, si je ne me trompe pas, cette branche-là des Gros-Louis était parent avec le personnage légendaire Max Gros-Louis de Wendake, l'ancienne Lorette anciennement, il disait pas Wendake, dans le temps, il disait l'ancienne Lorette. Donc, il a marié Emma Gros-Louis et un membre de ma famille, Élie Robert, de son surnom Titi Robert. C'est drôle parce que tout le monde avait des prénoms bizarres. Il y avait tous des alias, bien souvent. Puis, lui a marié Malvina, puis Théophile a marié Emma Gros-Louis. Donc, puis on a des Sioux aussi à Odanak. Donc, nos familles, là, ça c'est. Puis c'était du monde qui travaillait ensemble au club, justement. Ils étaient souvent ensemble, puis donc, naturellement, ils ont rencontré des filles d'une communauté puis de l'autre. Puis, une des raisons principales, c'est que ils ont passé tellement de temps ensemble dans les bois que les femmes, souvent, se connaissaient parce que les maris avaient travaillé dans le bout de la Mauricie, soit qu'ils allaient à l'ancienne Lorette ou ils descendaient à Odanak. Donc, Théophile Panadi, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire d'Odanak. Une autre chose, par ailleurs, dans un exemple remarquable, Théophile raconta une histoire au sujet d'un incident qui se produit en 1759. Donc, la date, comme je vous disais tantôt, du 4 octobre. Il dit, lorsque le major Robert Rogers a amené un groupe de Rangers, ce n'est pas l'équipe de hockey qu'on connaît aujourd'hui, mais vous voyez, à la source, c'était des Bérets à verts, c'était un groupe d'élite qui passait maître dans l'art d'embuscade pour l'armée anglaise, les Américains. Aujourd'hui, c'est rendu une équipe de hockey, là. Mais ils ont changé le nom des Bérets verts dans l'armée américaine. Donc, il arrivait du Massachusetts jusqu'à Odanak. Ils ont brûlé le village. Puis Rogers a pris le crédit pour avoir tué plus de 200 hommes, femmes et enfants au cours de l'attaque. Les sources coloniales françaises, pour leur part, racontent que seulement 20 personnes tuées et racontent que les survivants, il y en avait beaucoup, se sont réfugiés dans des endroits tels que dans d'autres communautés, à Akwesasne. Mais Akwesasne, c'est les Iroquois que là. Donc, après que Rogers a brûlé le village, ils ont pris refuge là. Mais n'oubliez pas que les Iroquois puis les Algonquiens, dont les Abénaquis, c'est pas trop des chums, parce que les Iroquois étaient amis des Anglais, puis nous autres, on était amis des Français. Donc, c'est la raison pourquoi que cette friction-là a toujours existé. Puis les valeurs ne sont pas les mêmes dans plein de choses. La langue, entre autres, parce que quelqu'un qui parle iroquois avec un Abénaki, il ne comprend pas et vice-versa. Donc, sont pris refuge à Akwesasne pour quelques années, avant de revenir après quelques temps, puisque le village existe encore, ou le village existe encore aujourd'hui. Le récit de l'attaque raconté par Théo, pris conjointement avec une version différente du même événement relaté par Elvin Obamsawin au Vermont, nous donne des informations essentielles qui n'ont pas été rapportées par les Anglais et les Français. Ainsi, il semble qu'un des éclaireurs indiens qui accompagnait Rogers, puis j'ai fait des recherches là-dessus, puis
ça s'enligne vers, ce serait probablement un autochtone, un Shikarekuk, qui était sur la rivière Hudson, voisin des Mohawks. C'était quelqu'un qui était sédentaire, qui pratiquait la culture du maïs, etc., etc. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas eu il n'y avait pas des bonnes relations avec les Français, c'est pour ça qu'ils ont décidé de guider les Anglais pour venir attaquer le village à Odanak. Celui-ci a réussi à s'échapper et prévenir les occupants du village, avec un résultat que la plupart des Abénaquis ont pu s'enfuir avant que Roger ne mette le feu à leur maison. Lorsque Panadi a raconté cette histoire à Gordon Day, plus de 2 siècles après l'attaque, il le fit de manière si précise qu'il utilisait un dialecte différent pour citer l'étranger qui avait donc donné l'alerte. Donc, d'après Day a déduit que celui-ci venait, comme je disais, de Schaghticoke, un village situé dans la vallée de la rivière Housatonic dans l'ouest du Massachusetts, qui avait été peuplé en partie par des réfugiés qui s'étaient enfuis de la vallée du Connecticut à la fin du 17e siècle. Au moins quelques individus et familles parmi eux se sont déplacés entre Odanak et Schaghticoke. Certains ont trouvé que le premier endroit avait son emphase sur le catholicisme était trop restrictif. Donc, alors que le second permettait un rapport plus relâché avec le protestantisme. Donc, mes amis, quand on retourne avec notre histoire à Odanak, il y a l'Église catholique, l'Église anglicane, bien, ça pourrait être la raison pourquoi que ça existe encore à Odanak, qu'on a 2 congrégations anglicanes, protestantes et catholiques. Donc, Gordon Day, ces individus-là, de la nation des Shikarekuk, étaient des protestants. Donc, aujourd'hui, possiblement qu'on pourrait bien identifier à quelle famille que c'est rattaché. Donc, ce n'est pas les mêmes valeurs. Mais tantôt, on parlait de Elvin Royce. Moi, je me suis toujours posé la question, OK, il y a eu l'attaque de Rogers, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? J'ai entendu la version que tout le monde avait été tué. Puis, étant jeune garçon, ben, j'allais faire des fouilles ici et là d'archéologie pour essayer de trouver des trésors de cette période-là. Ça n'a pas été fructueux trop, mais donc, à un moment donné, j'ai entendu parler de Mme Elvis Royce. Parce que ça disait que c'était du monde qui était des Obomsawin qui vivaient là-bas, à Thompson Point, au Vermont. Donc, j'ai parlé de ça avec Mme Cécile Wawanolette, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, c'est elle qui a été le premier professeur dans ma génération qui a enseigné la langue abénaquis, donc M. Charland aujourd'hui l'enseigne à l'Université de Sherbrooke, et un étudiant hors pair aussi du nom de Jesse Bruchac qui est au Vermont. Donc, Mme Royce, dans son récit à elle, ce qu'elle avait, mes amis, puis je trouve ça formidable, c'est qu'elle disait l'attaque de Roger, on l'a vécu. Ben, je dis, comment ça se fait que vous avez pu vivre l'attaque de Roger? Je parlais de ça avec Cécile, parce que Cécile a dit, moi, quand j'étais petite fille, j'avais visité ma parenté au Vermont, puis c'était une Obomsawin qui était là. Donc, je demande à Cécile, elle a dit, ben oui, elle dit, c'est des Obomsawin de la même souche que toi, mais ils vivent au Vermont. OK. Puis là, ben, quand ils ont parlé du récit, ben, Mme Royce a dit, ben moi, c'est mon arrière-grande-tante qui était petite fille quand que Roger a attaqué le village. Donc, on avait un témoin vivant qui a perpétué la tradition dans la tradition orale de ce qui s'est passé au Odanak. Donc, Damaïque a présenté ça, c'était comme, elle était avec sa mère, elle entend, elle était couchée, parce que tout le monde avait péri, il dormait comme on dit, quasiment au 2e étage, parce qu'ils ne vivaient pas dans les wigwams à cette époque-là, parce que ça faisait déjà combien d'années qu'on vivait avec les Européens. Donc, il pensait aux pratiques. Donc, il vivait dans des petites cabanes qui étaient dans le centre du village. Donc, tout le monde après, c'était la période de
la moisson. OK, donc, à cette période-là, les Abénaquis, ben, comme bien d'autres nations, ben, ils ont emprunté aux Iroquois la culture du maïs, la courge, etc., qui était pratique parce que si tu ne pouvais pas t'approvisionner en viande sauvage, au moins tu avais le poisson, puis tu avais ça pour compenser, pour être capable de survivre. Donc, pas pour ça, c'était du monde pratique, comme je disais tantôt. Il n'était pas campé de dire, non, on mange juste ça, puis on ne touche pas à ça, en tout cas. Donc, après qu'ils ont festoyé de la récolte, puis, comme vous le savez, ça se passait du bord du Québec aussi. Ça ne se passait pas juste dans les réserves indiennes, qu'en automne, quand c'est le temps des récoltes, ben, c'est le temps, on va dire, aujourd'hui, on dit, ben, il y a quasiment plus de monde qui font ça, mais c'est le temps de préparer tes canages pour l'hiver parce que la récolte a été bonne, puis là, tu essaies de sauvegarder de la nourriture pour les temps d'hiver. Donc, la petite fille, elle compte son histoire, elle dit OK, il y avait festoyé, etc. Puis il y a ces individus-là de Schaghticoke qui sont venus, un individu dire ben, allez vous cacher dans le bois parce que demain matin, au lever du soleil, les Anglais vont attaquer le village. Donc, le monde s'en va se cacher dans le bois, effectivement. Il y en a qui n'ont pas voulu y aller. Ils ont dit non, nous autres, on ne croit pas ça, que les Anglais vont avoir le front de venir nous attaquer ici. C'est en plein centre des colonnes françaises, je veux dire, les fortifications françaises. Ils n'auront pas le culot de venir attaquer ici. La majeure partie sont partis, puis la petite fille, avec sa mère, fait partie de ceux qui sont allés se cacher dans un bois. Puis, le fossé que je vous parlais tantôt, le petit pont où j'entendais du monde râler puis qu'on avait peur de passer, malheureusement, aujourd'hui, ils l'ont rempli. Je ne sais pas pour quelle raison qu'ils ont effacé une page de notre histoire. En fin de compte, c'est de la culture matérielle. Donc, la petite fille a dit qu'elle était cachée avec sa mère dans le ruisseau. Puis, naturellement, il y avait des champs de maïs à cette période-là. Puis, elle avait tellement peur que sa mère, elle lui donnait du sucre d'érable pour qu'elle n'ait pas peur, puis pour la calmer, parce que la petite avait peur, puis elle a dit qu'elle pouvait voir des manteaux rouges passer. Puis, ils mettaient le feu partout, dans un champ de maïs, puis dans le bois. Puis, donc, on a un témoin oculaire, quelqu'un qui a vu que c'est vrai que les Anglais ont attaqué, puis c'est vrai qu'ils ont tué du monde, mais ils n'ont pas tué autant de monde qu'ils disaient qu'ils ont tué. Donc, moi, je pensais, bien souvent, on dit, ben, s'ils disent qu'ils ont tué les vieillards, les femmes et les enfants, ben, on n'a pas de témoin de ce qui s'est passé. Là, si on prend la parole d'un puis la parole de l'autre, Roger, il disait qu'il avait tué 200 personnes. Puis, du côté des Français, ils disent 20. Mais au fil des années, mes amis, puis il n'y a pas tellement longtemps, je lisais des différents textes historiques, puis à un moment donné, il en parle brièvement, un paragraphe. Il dit, lors l'attaque des Anglais à la mission Saint-François-de-Sales, ben, la milice de Trois-Rivières, ils ont dépêché des soldats. Ils se sont joints aux Abénaquis, puis ils ont parti après les soldats à Rogers. Puis Rogers, finalement, je ne me trompe pas, je pense, je ne sais pas combien de soldats, il y avait beaucoup de monde quand ils sont partis des États-Unis. Mais Rogers, il est retourné aux États-Unis, je pense qu'il était rendu, il restait juste 2-3 soldats. Toute la balance, soit que les Abénaquis les ont tués ou ils se sont perdus, en tout cas, ils sont morts de faim. Donc, le récit est changé, c'est plus une attaque surprise, les Abénaquis se font tuer, ils n'ont pas répondu. Ben, si les Abénaquis ont été capables de partir après eux autres, dans le fond, il y avait puis de laisser le village, pas de guerriers en temps de guerre, parce que la guerre avec les États-Unis, les Anglais et les Français, c'était encore c'était un sujet d'actualité. Donc, vous voyez, il y a plein de facteurs de même qui fait que c'est de là l'importance d'avoir des personnages comme Théophile Panadi, Adrien Panadi. Mais si vous regardez dans vos familles, un oncle, une tante, des grands-parents, c'est ça qui fait la couleur de votre famille, c'est ça qui fait qui donne la couleur à vos traditions. Puis, je me répète, comme on dit, je radote là-dessus.
Vous n'êtes pas obligé, surtout pas obligé de vivre d'une réserve pour avoir des traditions, puis d'avoir des choses qui sont importantes parce que il y a eu tellement d'influence par Odanak, c'est bourré d'exemples. Catholicisme 1700, protestantisme, on a eu les presbytériens, on avait des francs-maçons, on avait des grosses croix, tout le monde y a passé au Danak. Puis, on a du monde qui sont des Abénakis qui ont du sang. Il y en a italiens, allemands. Moi, j'ai du sang écossais, il y a du sang irlandais. Ça ne peut pas faire autrement quand on pense à ça. Puis, il ne faut jamais, puis pour ça que les aînés, quand ils parlaient de l'histoire, de la culture des Abénakis, une chose qu'ils détestaient, c'était au plus haut point, c'est bavassez pas des autres. Si vous ne connaissez pas votre histoire, arrêtez de bavasser contre les autres. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. On l'a appris en anglais et en français, parce qu'en français et en anglais, bien souvent, on va passer par Québec pour aller à Montréal, puis on empêche du temps à s'expliquer. En français et en anglais, ça n'a pas de sens. Mais si vous avez la chance d'avoir des grands-parents, moi, je sais que je parlais l'autre fois avec mon épouse, puis elle disait ça, elle dit, mon père, c'était une personne de très peu de mots. Mais, comme on dit, il lâchait un corps, il disait une phrase, tu savais ce qu'il voulait dire. Il n'a pas besoin d'expliquer pendant 3 heures de temps. Donc, la langue, les expressions, les pratiques traditionnelles, si pour vous autres, on va prendre un exemple concret, là, ceux qui ne connaissent pas la galette de sarrasin, je pense qu'ils ne viennent pas du Québec. Puis ceux qui ne mangent pas des crotons avec de la galette de sarrasin, ils n'ont pas connu ça, puis ils manquent de quoi? Ou bien ceux qui ont mangé de la menace avec de la galette de sarrasin. Mais si on compare ça avec la banec, ou la banique, ou la bannock, dans le fond, c'est nous autres au Danak qu'il n'y avait pas de banique. Il n'y avait pas de bannock parce que c'est un mets écossais. Bien, ce qu'ils appelaient les tea biscuits, qui sauçaient dans le thé parce que c'était dur de même. Autrement, tu ne pouvais pas le manger. Mais la bannock, ça ressemble à ça. Mon épouse, on l'a fait l'année passée lors d'une célébration justement pour le 4 octobre. Et puis pour ceux qui sont tombés sous les arbres et qui ont péri. Puis, comment je peux dire, c'est soutenant. Puis là, je me disais, mon questionnement, comment ça se fait que les Abénakis n'ont pas la bannique comme les Cris font dans le Nord, comme les Mi'kmaq font dans les Maritimes, qui ne font pas un gros pain avec de la farine, avec un petit peu de poudre à pâte, du sel, puis de l'eau. Non, Théophile, lui, il disait qu'on faisait de la galette. Mais la galette, mes amis, c'était ça de grand, puis c'était peut-être encore de pouces de pain. Il n'y avait pas de gros pain en tant que tel. Puis quand il faisait cuire de quoi dans la braise avec des fèves au lard, c'était tout bonnement de la farine, de l'eau. Il faisait du pain comme tout le monde. Donc, il n'y avait pas vraiment un mets particulier, mais seulement la galette en tant que telle. Mais la galette en tant que telle, par sa forme, par son épaisseur, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la bannock irlandaise ou écossaise. Mais que le monde sont orgueilleux puis ont peur d'admettre qu'on a de la culture d'Europe, c'est pas possible, ça n'est quasiment... c'est comme... Comment peux-tu dire que tu peux exister aujourd'hui si tu n'as pas appris de d'autres groupes, si tu n'as pas échangé avec d'autres groupes, si... Vous savez, présentement, là, je devrais avoir une veste en cuir avec des leggings, une bavette, des mocassins, puis je parle ma langue, puis personne ne me comprend. Il faudrait que je fasse ça pour être purement traditionnel. Bien là, c'est plein de valeur, mais on ne pourra pas se comprendre. Facteur 1. Puis 2, j'aurais peur de regarder la télévision parce que moi, je suis pas Tintin sauvage, puis la technologie, ça me fait peur, puis moi, je suis habitué d'être dehors, dans le bois, etc., etc. Mais là, en temps de pandémie, bien là, on s'adapte. Donc, tous et chacun, alentour de la table présentement, vous vivez tous, on vit tous sur le territoire ancestral abénaki, puis à part d'une exception rare,
je pense que vous avez tous des ancêtres Abénaquis, ou en tout cas de liés de près ou de loin, parce qu'on vit sur le même territoire depuis 400 ans. Donc, à moins qu'on arrive vraiment de l'extérieur. Mais moi, je suis tellement heureux de savoir, d'avoir découvert mon côté européen, non seulement par respect pour ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères, mes grands-pères du côté de ma mère, mais je comprends la joie puis le bon temps qui est relié à ça. Si vous saviez, mes amis, que on va prendre l'exemple, d'être indien aujourd'hui, là, puis je pense que vous autres aussi, vous pouvez prendre le même exemple. On en parlait l'autre fois avec Michel puis Ariane. C'est pas facile aujourd'hui, je vois le vert, de faire partie d'une organisation, de dire que tu es ci, tu es ça, t'es-tu statué, pas statué. C'est comme, ça n'arrête pas. C'est tout le temps ça. Puis c'est comme, ben là, on peut-tu parler de qui je suis? C'est quoi les valeurs de ma famille? C'est pour ça que je vous remercie beaucoup. Puis, j'ai beaucoup de respect pour vous autres parce que vous me donnez la chance de parler franchement comme on est tous. Je veux dire, moi, je suis une statue. Je n'ai pas un statut, je suis une statue. Ça, il faut garder ça de même. On est pogné de même, on ne peut pas rien faire parce que papa à Ottawa. Puis là, papa, il a été réélu. En plus, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Puis la langue française, ben, c'est le fun parce que je peux la pratiquer avec vous autres tant aussi longtemps. On peut le faire. Donc, c'est ça. Ça veut dire que Théophile, c'est un personnage historique. Puis gardez un œil. Si vous voyez une boîte avec un pêcheur à la mouche dans le couvercle qui est peinturé, puis avec une truite, des truites avec des couleurs arc-en-ciel 3D, là, ben, informez-vous si ça a été fait par Théophile Panadi. Vous allez avoir une pièce d'or, là, vraiment, là, de grande valeur qui comporte tellement d'histoire. Puis maintenant, bien, vous connaissez le personnage. Théophile Panadi. Donc, je ne sais pas, vous avez des questions? Là, il est 3 heures. Régent, j'aurais une question, moi, Oui. Qui est pas directement sur qu'est-ce que tu as compté, mais qui en fait partie. Qui souvent, on entend parler au niveau des guerres qu'il y a eu, que ce soit entre les nations autochtones ou avec les Anglais et les Français dans le temps, ou même d'autres Européens, qu'il y avait des prisonniers qui étaient faits. Puis souvent, les prisonniers, ils étaient conservés comme des esclaves ou ils étaient vendus à d'autres nations ou ils étaient vendus aux Européens. Au niveau de la nation Abénaquis, comment ils traitaient leurs prisonniers quand il y en avait? OK. On a différents exemples. Les prisonniers, souvent, ça arrivait souvent qu'ils étaient adoptés dans la communauté. OK. Si c'était des militaires, puis justement, je te remercie de la question, Michel, parce que c'est rattaché qu'un fait historique. Pardon. La raison pourquoi que le général Murray de l'armée anglaise a demandé à Rogers de donner une leçon aux Abénaquis, c'est qu'il y avait un lieutenant, entre autres, un lieutenant, je pense, du nom de Kennedy, qui s'était infiltré dans les lignes françaises. Je vais prendre le terme du temps. Il s'était déguisé en sauvage avec d'autres sauvages des États pour essayer de s'infiltrer à l'intérieur des lignes françaises puis atteindre Québec pour la bataille des Plaines d'Abraham, ou dans cette période-là. Donc, les Abénaquis, ils ont pogné sur le territoire. À la place de les renvoyer à Murray, ils les ont amenés à Québec. Ils ont été mis sous fer. Puis là, Murray est en maudit parce que là, les Abénaquis, les Français, ils disent que si, on a des espions en territoire, puis là, c'est pas le temps d'avoir des espions. Donc, ces deux-là, ben, ils les ont échangés pour d'autres. Mais c'est sûr qu'à caractère militaire, c'était échangé. Quand c'était dans la famille, on a une famille ici, la famille Gill, qui est probablement McGillis ou McGill, ou ils sont originaires de Salisbury au Massachusetts. Ben, le petit Samuel Gill a été pris sur le champ avec une demoiselle James éventuellement. Ils les ont amenés à Odanak. Ces enfants-là ont grandi à Odanak. Ils ont eu dans leurs ancêtres Marie-Joseph de Gill. C'est le fun parce que j'ai la demande de la dame avec son frère qui demandait au gouverneur Guy Carleton, je peux-tu retrouver ma famille en Nouvelle-Angleterre?
Puis, ils se sont rendus parce qu'il fallait qu'ils demandent la permission pour traverser le bord des États. Anyway. So, ils sont allés là-bas, puis finalement, ils ont pu reparler avec leurs parents. En tout cas, la famille ne voulait plus retourner en Nouvelle-Angleterre. Ils aimaient mieux s'ils étaient en Nouvelle-France, ils ne voulaient plus retourner. Donc, ils ont resté, puis aujourd'hui, cette famille-là s'est mariée de génération après génération avec des Abénakis, puis des Schaghticoke, puis avec des différentes nations. Mais il n'y avait pas nécessairement, c'était pas, même si les Abénakis étaient considérés comme des guerriers sanguinaires quand quelqu'un tombait sous leur lame, comme on dit, ils n'étaient pas, comment je peux dire, ils ne tuaient pas. Ceux qui ont eu je veux dire un autre point, dans l'histoire, donc, on échangeait des prisonniers politiques, on ne tuait pas les prisonniers, parce qu'on savait qu'il y aurait peut-être une rançon, il y avait ci, il y avait ça. Il y en a qui ont été adoptés dans la communauté. C'est pour ça qu'on a des Italiens, des Allemands, on a différents groupes qui sont mariés au fil des siècles dans la communauté au Danemark. L'autre chose aussi, c'est que c'était pas dans notre nature de tuer des étrangers, juste pour le plaisir de tuer des étrangers. À Odanak, à une période, il y a eu du monde de couleur qui est employé par une certaine famille, qu'eux autres, peut-être, les traitaient comme des esclaves. Mais dans le temps, c'est comme à Pierreville, il y avait du monde de couleur, puis il y avait même des Asiatiques qui vivaient là, puis on imagine à peu près comment ils étaient traités à cette époque-là. Là, on parle de, on parle entre, la famille Gill est arrivée ici en 1600 cuques. On parle de 1705. Mettons la période de Roger, mettons jusqu'en 1800, la guerre avec Napoléon, puis la guerre de 1812. Donc, il y a beaucoup de monde de couleur qui sont évadés des États-Unis parce que dans le sud, ils tiraient comme des lièvres. Puis, donc, il y en a qui se sont infiltrés, qui ont rentré dans différentes communautés. Les Micmacs sont connus pour avoir adopté beaucoup de monde de couleur, comme ceux qui ont resté sur le bord de l'Atlantique, dont les Schaghticoke, les Pédacook, en tout cas, il y avait 14 nations. Donc, ce n'était pas comment je pourrais dire ça? C'était pas comme on voit dans les films. Là. Il y a une Madame Johnson qui a été prise comme prisonnière. Mais la Madame, Michel, elle a eu le temps d'écrire son récit après qu'elle est partie. Elle était surprise parce qu'ils ne l'ont pas traité comme un esclave. C'est sûr qu'il y avait des mœurs qui étaient différentes, etc. Mais elle était surprise parce qu'il respectait l'humaine, il respectait la femme, malgré tout. Puis, dans son histoire, elle disait qu'il y avait peut-être des pratiques qui étaient un peu païennes, qui étaient peut-être barbares. Il mangeait peut-être d'une manière qu'elle n'aimait pas trop parce qu'elle voulait manger avec une fourchette, puis eux mangeaient avec le doigt. Tu imagines à peu près le scénario. Mais les Abénakis n'étaient pas connus pour avoir des esclaves. Ce n'était pas dans les valeurs de traiter l'être humain comme un esclave. Puis, comme partout ailleurs, puis on le retrouve encore aujourd'hui, on parle d'esclaves. Souvent, les animaux, on va les domestiquer, puis on s'en sert quasiment comme des esclaves. Le rôle d'un chien dans la communauté ou d'une famille, c'était sacré parce que le chien, si on regarde même encore aujourd'hui, ta porte n'est pas barrée de ta maison, tu as un chien qui est couché sur la galerie, il va te le dire si c'est quelqu'un qui rentre par infraction ou qu'importe. Puis, si tu as besoin d'aller à la chasse pour ramener tes camarades, tes lièvres, c'était déjà une pratique courante. Donc, l'arrivée des chiens ici, puis il y avait des chiens sauvages en tout cas. Donc, on peut voir que dans le fond, la seule chose, les Abénakis ne domestiquaient pas les êtres humains. Ils n'abusaient pas d'eux autres comme des esclaves. Donc, ça ne faisait pas partie de nos valeurs. Oui, Marianne? Oui, j'ai eu une question d'un membre qui demandait si, c'est parce que, dans le fond, je te pose la question parce qu'elle m'a été posée précédemment. Vu que tu parles de coutumes, de différentes mœurs, la langue, tout ça, il y a quelqu'un qui voulait savoir si la langue abénaki, ça se comparait avec la langue algonquine. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même souche. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais on va le faire le plus court possible. C'est que, n'oubliez pas que les linguistes, c'est les scholars qu'on appelle, ou les élites en matière de langue linguistique en Amérique, avec l'influence d'Europe.
eux autres ont décidé à un moment donné, OK, les Abénaquis, leur racine de langue, c'est algonquienne. OK, pourquoi algonquien? J'ai aucune idée. Parce que la nation algonquine, il y avait un village qui était algonquin sur la rive nord. Puis c'était comment je pourrais dire ça, il n'était pas beaucoup dans ce village-là. Parce que, donc, eux autres, c'était des vrais algonquins. Puis, tu avais les Odawa, tu avais les, quel autre, entre autres, les Odawa qui est devenu Ottawa, là, ça n'a pas rapport. Donc, c'est lié étroitement, oui, avec la langue abénaquie parce qu'on a la même souche linguistique qui diffère complètement de l'Inuit puis des langues iroquoiennes, des langues Mohawk, Seneca, Oneida, etc., etc. Okay. Parfait. Mais ils ne peuvent pas dire qu'on parle algonquin, ce n'est pas la même langue. Même, on voit les Atikamekw qui ont des mots en R, on n'a pas ça. OK. Tu sais, oui. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Régent, hein? Oui. J'aurais une autre question. Celle-là, moi, j'ai toujours entendu dire qu'originalement, les Autochtones, on n'avait pas de nom de famille comme tel. Non. On avait des prénoms qui étaient associés des fois à des animaux ou à des plantes, etc., ou à des façons de faire qu'on avait, mais on n'avait pas des noms de famille. Au niveau des Abénaquis, et les noms de famille, c'est arrivé à quelle période à peu près? D'après moi, les noms de famille sont arrivés à l'arrivée des Jésuites, quand ils ont commencé à baptiser les Abénaquis. Ben, tu vois, mon nom de famille, moi, c'est Obomsawin, mais c'est originaire du mot Bomazine, qui était notre ancêtre qui vivait à Joak, où que le père Hall, pas loin quand on traverse les lignes à Jackman au Québec, en Beauce vers le Maine. Pas loin de là, il y a une petite communauté qui s'appelle Nuri-Joak. Ben, mon ancêtre c'est connu qu'il était là. Donc, son nom, c'était Bomazine. À un moment donné, il y a eu l'attaque du Nuri-Joak par les Anglais. Il est parti de là. On n'entend pas parler dans l'histoire. Ben, maintenant, on le retrouve au lac Bomazine, au Vermont. Puis, dans l'histoire du Vermont, on trouve un individu, François-Xavier Bomazine. Ils ont mis un A en avant de Bomazine. Puis, il a signé le Robertson Lease, qui était une location pour des terres pour la culture. Puis, donc, ça a fait Bomazine, Abomazine, Obomsawin avec un Z, puis Obomsawin aujourd'hui. Mais, je comprends bien ta question. Mon grand-père, puis pour compliquer la sauce, comme on dit, mon grand-père, lui, il dit non. Notre nom, c'est. Lui, il signait toujours une Punsawin. Il ne signait pas Obomsawin. Il voulait, mettons, Joe Obomsawin. Okay. Mais il signait toujours une Punsawino en dessous. Une Punsawino, ça veut dire celui qui instigue une défense. Ça veut dire que si tu faisais partie de cette famille-là, si on prend le terme de ce groupe-là, ben c'était Punsawino Alnoba. C'était ceux qui instiguent. Ça veut dire que tu pouvais demander à n'importe quelle personne de la famille Punsawino, tu pouvais les envoyer comme éclaireurs. C'est de là le terme que Obomsawin, ça veut dire éclaireur, firekeeper, bâtisseur de feu, whatever. Mais pour moi, je trouve que ça dépasse ça quand on dit une Punsawino. Ça veut dire que le gars ne s'en va pas juste en avant et dit Michel, il y a 40 soldats là, il y a 3 tanks. Non, non, non. Lui, il revenait et il avait une stratégie militaire pour être capable de se battre contre ce monde-là. Puis, on voit aujourd'hui dans les valeurs de la famille, c'est la raison pourquoi que plein de Bomsawin ont été chefs, ont été conseillers. Ils ont toujours, on dirait que c'est inné de prendre le leadership quand il y a de quoi. Même à la petite école, tu sais, moi, je contre les injustices, ça n'a pas de sens. Tu sais, même si c'était du monde que je n'aimais pas, si le gars se faisait tabasser parce qu'il était handicapé ou quelque chose, ben, je m'en mêlais pareil. Donc, c'est des valeurs qui sont
ils ont non seulement été transmises, mais c'était comme inné dans nous autres de prendre un leadership quelconque. Puis, d'en retirer absolument rien. C'est juste le plaisir d'être capable d'avoir aidé un groupe, d'avoir dans une situation X. Donc, un nom de famille, là, bien souvent, c'était des surnoms, comme on voit aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas moi, il y a un ami d'enfance, il y avait un nom bien, bien spécial. Il y en a un autre, ça pouvait être, je ne sais pas moi, T16 ou bien Tipin ou Tiluc ou Bazou. Tu sais, tout le monde avait des surnoms qui étaient rattachés. Donc, on voit, c'est quasiment comme une tradition qui a resté, puis ça se rattache directement à ce que tu dis. Ça veut dire que, comme ceux qui disaient, OK, cette famille-là, elle vient d'Acoteau. Ben oui, on ne sait pas le nom de la famille. Aujourd'hui, ça s'appelle Descoteaux, mais à l'origine, c'était peut-être des, je ne sais pas moi, des Messiers, des, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Tu sais. Donc, c'est à l'arrivée des Jésuites qui ont donné des noms. Puis naturellement, on a tous des Joseph, tous des Marie. Puis quand tu essaies de trouver les grands-parents, Joseph première génération, Joseph deuxième, troisième, quatrième, voyons, c'est lequel? C'est rien que par les dates de l'année. Autrement, tu ne sais pas c'est qui Joseph Langlois, c'est-tu 1, 2, 3, 6, tu sais. Tandis que, puis bien souvent, mon grand-père, on l'a toujours appelé Joe. Puis quand il est décédé dans le recueil de funéraire, ça disait Albert. Je dis, voyons, mon père s'appelle Albert. Donc, mon grand-père, toute sa vie, son vrai prénom, c'était Albert. C'était pas Joe. Mais Joe par rapport à l'Église, Albert, mais vu que son gars, il l'avait appelé Albert, bien, il dit, moi, je choisis Joe, puis lui, il va s'appeler Albert. Mais pendant tout ce temps-là, tu sais, même le prénom de ma mère, je pense que c'est Marie Blanche, puis on l'appelle Jeanne. Ça n'a pas rapport pas en tout. Donc, ce n'était pas une coutume, on avait des surnoms. Puis, il y a une autre chose qui se lie avec ça, si on pousse ça encore plus loin. Quand on pratique certaines cérémonies et on veut recevoir un nom spirituel, ben, on va avoir un nom attribué à telle chose ou à tel événement, à telle couleur. Donc, c'est encore un autre nom, mais c'est dans un contexte spirituel, un contexte sacré. Donc, Michel, on va te trouver un surnom. On va te trouver peut-être Michel Legrand. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Donc, ça serait, si je le dis en Abenaki, ce serait Ti Missal, parce que Ti, c'est grand, puis Missal, c'est Michel. Il n'y a pas de CH. Oui, il y a toujours, mais c'est le fun d'avoir beaucoup d'humour, mais nos langues, c'est le même. On aime rire, puis il faut continuer là-dedans, parce que pour nous décrocher de tout ce qui se passe. Là, ben oui. Avez-vous d'autres questions? Ça me fait plaisir, j'ai beaucoup de fun, parce que ça amène d'autres au moulin, puis ça répond à des... Moi, il y a des questions que vous me demandez que je n'aurais jamais pensé à ça avant, puis on est là pour ça. Je te remercie beaucoup, Régent, d'avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Régent? C'est beau. Hein? Marie, tu n'as pas d'autres questions, Marie? Bon, ben Régent, on te remercie beaucoup. Encore une fois, ça a été une conférence intéressante. On apprend beaucoup de choses. C'est tellement intéressant de se faire raconter c'est pas des histoires, moi je ne veux pas appeler ça des histoires, mais les récits au niveau des Abénakis. Parce que comme tu disais tantôt, on a tous un peu entre nous du sang originaire Abénaki. Des fois, on en a plusieurs autres nations, mais originalement, on en a tous un peu. Ben, je te remercie beaucoup pour ta conférence. Puis on va se revoir la semaine prochaine avec un autre sujet qui va être intéressant. C'est quoi déjà le sujet que tu vas nous entretenir, Régent? Aujourd'hui, c'était Théophile Panazzi, la vie d'un guide. Mais la semaine prochaine, c'est que je vais parler de guides dont mon oncle, des cousins à mon père, des personnes que j'ai connues qui ont travaillé comme guide dans le parc de la Mauricie, qui ont terminé, là, ça s'est terminé dans les années 60. Donc, Théophile, c'est un personnage qui était plus âgé.
puis il a coloré la communauté, puis les autres, ben, ils ont marqué la communauté, puis il y a des points que je garde secrets pour la semaine prochaine, parce qu'ils ont joué un rôle aussi dans un autre domaine de la communauté. Donc, merci beaucoup. Puis à la prochaine, on va vous souhaiter la santé, puis gardez le sourire. C'est toujours le fun de vous voir rire quand je dis des choses. Là, ça fait chaud au cœur, puis j'ai hâte de vous reparler. Puis prenez soin de votre rhume, là, Marianne, pour que tu sois correct. Je vois que ça prenait un petit peu de ta concentration d'habitude. Quand j'ai un mal de tête en ce moment, donc c'est difficile. C'est ça. Prenez soin de vous autres. Merci beaucoup, Régent. Merci beaucoup, Régent. C'était super intéressant, comme d'habitude. Merci beaucoup, beau plaisir. Bonne fin de journée. Vous aussi. Merci, Paul. Bye bye tout le monde. Bye bye.